Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un humoriste qui a le talent de remplir les salles sans trop passer à la télévision. Il remplit aussi l'Olympia à guichet fermé. Il a fait ça 7 fois de suite, encore une fois, sans trop passer à la télé. Mais il nous fait le plaisir d'être là, à la télévision, justement, sur KTO et dans Lumière intérieure. Je suis très heureuse de vous accueillir. Célig. Merci de me recevoir. Gilles Magnard, de votre Gilles Magnard, oui. Vrai nom. Célig, en fait, c'est un anacyclique, c'est ça? Ah oui, c'est le mot exact. Je ne me rappelle plus. C'est un anacyclique, oui, exactement. C'est compliqué. Oui. Alors, je le disais, 25 ans de carrière, on en parlait juste avant l'émission, en passant sous les radars, comme vous le dites vous-même, les radars médiatiques. Exactement. Et en même temps, vous remplissez les salles. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui vous connaissent, qui vous ont vu. Beaucoup d'actualités en ce moment, parce qu'en plus de ça, vous êtes un touche-à-tout. Au-delà d'être un humoriste, il y a beaucoup de choses à nous présenter en ce moment. Une BD. Première BD, Ma sœur et mon beau-frère, Célig & Co, aux éditions Babou, qui vient de sortir, où vous racontez justement vos aventures avec votre sœur et votre beau-frère Bernard, qui émaillent d'ailleurs vos spectacles, hein, ces deux-là, ainsi que leur fils Jürgen et leur chienne Pupus. Et leur chienne Pupus, qui est une espèce de clone improbable entre un chien et une vache. Et un chien et une vache. Un chiache, ce que j'appelle le chiache. Le chiache, exactement, Voilà. Je l'ai appris dans la BD. Donc cette BD à nous faire découvrir, un spectacle qui continue, épisode 6, toujours en tournée. Toujours, oui. Et le 6 aussi qui vous suit, puisque 6e roman que vous nous présentez, Dette de sang, on en parlera peut-être plus tard, les enquêtes de Paul Molinet aux éditions Rivière Blanche. Oui. On commence par quoi? On commence par, comme vous voulez. Par la BD. Pourquoi la BD? Racontez-nous un peu cette aventure. Mais en fait, j'ai été mis en relation par d'amis avec le directeur de Bambou, et il aimait beaucoup ces personnages. Et pourquoi ne pas les faire en bande dessinée? Moi, j'ai mis un recul, j'ai toujours un peu de recul avec tout ça, parce que je ne sais pas. Et puis, ils m'ont convaincu. Et puis, toutes les stars de Bambou en dessinateur ont accepté. On fait les premiers croquis, on a fait des réunions. Et puis, de voir naître mes personnages que j'avais dans la tête uniquement, ça a été magique. Et puis après, le faire découvrir à tous mes fans, pareil, ils ont aimé la façon dont ils nous ont dessinés. Parce que c'était pas évident. Moi, par exemple, j'avais pas du tout la vision de mon beau-frère comme ça. Et ils m'ont convaincu. Et c'est vrai que tout le monde a dit, bah oui, Bernard, c'est ça. Alors que même moi, qui ai créé ces personnages dans ma tête, autant ma sœur, je la voyais comme ça, autant Bernard, non. Et donc, c'est marrant. Et j'ai eu qu'à regarder tous ces talents, faire cette bande dessinée. J'ai juste adapté du texte. Bernard, il est plus grand, un peu plus costaud quand même Non, Bernard, un peu plus, ouais, voilà, mais c'est surtout ma sœur qui est impressionnante, quoi. Manifestement. On l'appelle d'ailleurs Schwarty. En même temps, on entend beaucoup le prénom Bernard. Elle, c'est Olga. 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 Olga, Bernard, Jürgen, ouais. C'est une famille que j'ai créée il y a plus de 30 ans, hein, même avant de commencer professionnellement à Paris. Votre sœur, elle s'appelle pas Olga? Non, elle s'appelle pas Olga. Non, j'ai pas de sœur. Hein. Non, j'ai pas de sœur. Tout ça, c'est fictif, en fait. Alors, c'est fictif, oui et non. Oui et non. Je vais pas dire de qui dans la famille, parce que la pauvre... Mais c'est tiré de quelqu'un de ma famille qui... Parce que c'est tellement bien raconté, même en spectacle. Et là, qu'on a vraiment l'impression que chez vous, quoi. Le déménagement de ma sœur, la première vision de ma sœur qui porte un frigo sur le dos, ça s'est vraiment passé à quelqu'un de ma famille, mais je ne peux pas dire qui et comment. Et c'est parti de là, mon idée. Et après, j'ai fait ce sketch. Puis on m'a demandé la suite et j'ai commencé à créer cette famille et je l'ai fait évoluer en 25 ans. C'est-à-dire le mariage, le déménagement, l'enfant, la vie, tout. Et moi avec, et c'est une famille, comme j'ai eu une toute petite famille avec ma mère seulement, voilà, j'ai créé cette famille qui est d'où je viens, qui est mes racines et qui vit comme je pourrais vivre avec eux. D'ailleurs, je vis avec eux. Je suis sur la couverture aussi. C'est moi qui suis au milieu des deux là. Voilà, c'est vraiment... imbriqué dans moi. Complètement imbriqué. Vous reprenez d'ailleurs les sketchs dans cette BD. Ce sont les sketchs qui sont dessinés, en fait. Au cours de ces 25 ans de carrière. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très graphique. Enfin, on voit le sketch. Justement, ça a été une surprise de les voir comme ça dessiner vos sketchs. Oui, ça a été. D'ailleurs, j'en parlais encore juste avant l'émission. J'ai encore du mal à associer la BD à mes sketchs et à moi. J'ai encore du mal. Pour moi, c'est encore hors de moi, ça. Donc je sais que c'est moi, je sais que c'est... Mais c'est encore compliqué. C'est compliqué, ouais.
Bon, et pour la scène en ce moment, ça se passe comment? Épisode 6, vous vous êtes pas trop cassé la tête pour le... Il faut demander à Madame Roumanoff, Anne, c'est elle qui a décidé le premier. Alors ça, on va raconter ça, parce que vous avez été complètement découvert par Anne Roumanoff. Tout à fait. Et je la remercie si elle regarde, parce que voilà, elle est venue me chercher à Lyon et elle m'a produit à Paris avec tout ce que ça comporte de risques. Et je pense qu'elle doit être fière de moi aujourd'hui. Enfin, elle me l'a déjà dit. Donc, Ah ben ça, je veux bien croire. Donc cet épisode 6, racontez-nous. Donc, alors, toujours les 6 épisodes. Toujours la même histoire. J'observe le quotidien, mon quotidien. Comment vous travaillez. Et puis, je le relate. Alors, évidemment, je grossis les traits. J'ai eu la chance de passer entre les radars médiatiques. C'est-à-dire que je ne suis pas très connu. En même temps, je suis à la fois connu et pas connu. Ça veut dire que je peux aller faire mes courses à Carrefour. Je peux aller prendre le tram. Je peux prendre le métro, ce que je fais d'ailleurs tout le temps à Lyon. Et je peux observer les gens in situ. Donc, en fait, je vis les situations que je raconte. Quand on est complètement déconnecté, c'est difficile. Moi, je peux m'asseoir à la terrasse d'un café, si je ne parle pas, parce que ma voix est très reconnaissable. Voilà, donc je décris mon quotidien, les autoroutes, je décris ma cinquantaine par rapport à ma fille, je décris ma sœur, le Noël chez ma sœur. J'en profite pour parler des Noëls. On fait tous quasiment les mêmes Noëls, même si on se veut un peu plus sophistiqués les uns les autres, on fait tous la même chose. Donc je décris tout ça avec bienveillance toujours, et jamais de moquerie, j'ai jamais été méchant, j'ai jamais été agressif avec... voilà, je suis toujours la victime de mes propres sketchs. Et c'est ça, l'épisode 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est le quotidien. Si c'est pas votre sœur, cette Olga et Bernard, votre beau-frère, oui, c'est un mélange de qui? On peut en savoir un peu plus ou pas? Ça vous ennuie de le dévoiler? C'est dans les cousinades. Vous avez beaucoup de cousins, cousines? J'en ai quelques-uns, oui, et voilà. Et, vous avez mixé des personnalités? J'ai mixé des personnalités, j'ai mixé, voilà, j'ai mixé plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de familles vivaient comme ça. Mais c'est pas parce que ma sœur est comme ça et qu'elle allumait des coups sur la tête. Ah oui, parce qu'elle est... Oui, effectivement... mais il y a beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour. C'est-à-dire que j'ai vécu ça avec ma famille, quand on partait en pique-nique, en vacances. Alors là c'est symbolisé par un coup de poing sur la tête, mais ça parle fort, ça crie, mais c'est de là d'où je viens. Voilà, que j'ai coutume à dire, j'en parlais avec ma fille l'autre jour, je lui dis, nous, maman, enfin ma mère, mes grands-parents, on est des prolétaires. On vient donc des prolos. Je dis, moi, je suis devenu un probo. Et je dis, ma fille, toi, tu es devenue une bobo. Donc, voilà, je suis un transclasse. Voilà, et à Lyon, j'ai évolué comme ça. Donc, mais ça reste mes racines. Ça reste, c'est ni plus ni moins comme on vivait tous quand j'étais adolescent ou petit, quoi. Donc, cette sœur, Olga, elle se rapprochera un peu de votre mère? Non, pas de ma mère. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Plus Enfin, une femme forte comme ça. Oui, des femmes fortes. J'ai toujours. J'en ai côtoyé. J'en ai côtoyé parce que ma grand-mère déjà, femme forte, ma mère aussi. Oui. Et puis j'ai beaucoup. Ma mère a eu beaucoup avant gardiste, des colocataires femmes à Lyon, et j'ai vécu qu'avec des femmes, moi. Donc j'ai le double langage. J'ai grandi qu'avec des femmes. Donc, et les copines de mes mères avaient des filles. Donc j'étais quasiment le seul garçon. Donc j'ai eu que des femmes fortes autour de moi qui à l'époque, dans les années 75, vivaient en colocation. C'était pas évident. 75-80, ça se faisait pas. Donc voilà, j'ai grandi avec des femmes. Je parle les deux langues. Je parle le langage des hommes et des femmes, je sais. Langage des hommes et des femmes. Par exemple, quand un copain et sa femme l'appelle, elle est bloquée dans les embouteillages, et qu'il lui dit, tu sors à telle sortie, prends ci, prends là, puis ça s'engueule. Il me dit, ouais, mon mère, j'ai dit, mais c'est pas ça. J'ai dit, il fallait lui dire, juste, je sais que tu sais par où passer, je sais que c'est dur, ça va durer 20 minutes et c'est fini. Elle sait très bien par où passer, elle n'a pas besoin de toi pour savoir qu'elle va se sortir là. C'est ça le double langage. Oui. Alors, on parlait d'une femme encore. C'est une femme qui vous a révélé, donc Anne Roumanoff. Oui, c'est encore une femme, oui. Vous avez été vainqueur quand même 2 fois de Graines de Star. Oui. Quand même pas rien. Où l'on a pu voir également Jean Dujardin, par exemple. Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, Salomon. Bruno Salomon, oui, bien sûr. Salomon. Oui, d'autres. Et d'autres. On parlait justement de passer sous les radars médiatiques. Vous avez ressenti comment cette différence de notoriété? J'en ai souffert.
Ça On a avait été très beaucoup dur. souffert ça au Alors, départ, parce que vous étiez effectivement au même niveau, Ouais. voire même... Mais pas d'envie, pas de haine, pas de. Parce que mes potes sont restés mes potes, jusqu'à ce qu'après, évidemment, Jean Dujardin fasse sa carrière, ou Bruno, mais et encore, quand je lui fais un petit message, j'ai un petit retour Ça quand reste même. des amis, des Non, copains? ça reste Oui, oui, ils sont très très hauts dans des hautes sphères, mais Jean Dujardin m'a fait un petit message, je l'ai félicité pour Zorro, il m'a fait un petit message, même si c'est juste un petit. Je l'avais invité à l'Olympia, ça reste quand même. Donc j'ai côtoyé. Donc ils s'envolent. Je suis très très heureux. Moi, je suis très heureux pour les gens quand il y a une réussite, quelle qu'elle soit. Je suis pas envieux. J'ai toujours été. Mon grand-père m'a appris à pas envier les autres et à travailler. Mais je suis triste qu'on me repère pas, qu'on m'invite pas. Alors peut-être que je corresponds pas à l'époque, peut-être que je suis pas le bon client, peut-être que. Et puis voilà, donc je suis très triste pendant des années, quoi. Et puis le temps passe, et puis le travail continue, et puis voilà. Et puis on s'y fait. Vous étiez très triste. Oui, vous l'êtes j'étais. toujours parce que vous parlez au présent, mais... Je l'ai été. Non, là, je le suis plus, parce que quand on m'appelle pour des médias maintenant, avec le recul, je suis très gentil. Bah merci, c'est gentil. Je ne vais pas faire le revanchard en disant vous m'avez pas appelé, je vais pas venir. Oh, non, mais c'est qu'à l'époque, il n'y a pas eu de cabale, il n'y a rien eu. Je suis passé entre les radars, quoi. Point barre, c'est tout. Et puis j'ai fait ma carrière, et puis les fans ont grossi, les salles se sont agrandies, remplies, et puis voilà, mais c'est peut-être ma route, c'est peut-être mon chemin, c'est peut-être comme ça que ça devait être, et pas autrement, quoi. On n'a pas forcément besoin des Non, médias pour briller. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, au contraire, mais pour moi, voilà, comme Anne l'a dit l'autre jour, c'est quasiment, Selig est un cas d'école. Ouais, c'est pas faux. Comme Gustave Parking l'était à son époque. Ouais. Je vais rappeler quelques chiffres. Je crois plus d'une vingtaine de mois consécutifs au théâtre de 10 heures. Oui. Vous avez assuré en moyenne 80 dates par an dans toute la France. Ouais. Vous avez enregistré 5 DVD de vos spectacles. Ouais. Et puis plusieurs sketchs, plusieurs émissions télé également à lesquelles vous avez participé. Puis Vivement Dimanche, Graines de Star, Les Grands du Rire. Ouais. Et Christine Bravo. Ouais. Exactement. 12 France. C'était l'émission 12 France, ouais. 12 France. Oui, 12 France, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Quel a été le meilleur souvenir de tous ces... 12 France, j'ai beaucoup appris avec Christine Bravo. Parce qu'elle m'a appris à arrêter de gesticuler quand je fais une interview, elle m'a appris à parler, à poser. D'ailleurs, j'étais assis à côté d'elle, on faisait comme ça, des ping-pong avec les invités. Elle m'a appris beaucoup, j'ai beaucoup appris avec Christine. C'était très musclé, j'ai beaucoup appris. Moi qui suis un hyperactif ça m'a posé. Et d'ailleurs, Christelle Chollet, qui fait une belle carrière aussi, et on en parle souvent, on était des rescapés des derniers chroniqueurs, parce que je crois qu'on avait commencé à 17 chroniqueurs, on a fini à 6 ou 7, et on a été sur les derniers. Et ouais, j'ai beaucoup appris, Christine, c'est une très belle expérience pour moi. Les autres aussi, mais les autres, j'allais faire mes sketchs. Là, j'étais chroniqueur, il fallait que je vende un sujet, il fallait que... Ça, on ne vous invitait pas, mais vous étiez chroniqueur, commentateur. J'étais chroniqueur, voilà. Donc je présentais un sujet, il fallait que j'intervienne, il fallait que je le vende, Et Christine nous motivait, Ouais, j'ai beaucoup appris. D'autres émissions télé Après, c'était des émissions comme on dit, de variété, où j'allais faire des sketchs chez Patrick Sébastien, chez Michel Drucker, de temps en temps. Mais à venir peut-être. Ah non, comme vous êtes... non. On parlera peut-être des romans un peu plus tard. Oui, mais non, vous pas faites beaucoup de d'émission choses. à venir, non. Il y a autre chose que vous souhaiteriez j'aimerais faire du cinéma. J'ai fait un film dans ma carrière avec Bernard Werber. Voilà, et produit par Claude Lelouch à l'époque. C'était un film compliqué, c'était une expérience cinématographique étrange. Donc j'ai jamais vraiment participé à un film classique. Donc oui, pourquoi pas un jour avoir un rôle dans un film. Mais c'est pas... Si ça se présente, j'irai. Si ça se présente pas, je suis très heureux dans mes sketchs. Et vous qui êtes aussi dans l'écriture, on va en reparler dans la deuxième partie qui se profile. Vous avez jamais pensé à écrire vous-même un film au lieu d'un sketch? Alors, peut-être que ça commence. Peut-être j'ai commencé avec le court-métrage que j'ai fait de Mon Détective, ensuite a suivi le roman. Peut-être que... Oui, peut-être, mais je ne peux pas vous répondre. Mais peut-être que le cheminement fait qu'on doit commencer par quelque chose plutôt que de se mettre directement à écrire un film. Peut-être. Vous avez le succès qui se fait un peu attendre, mais qui
explose, qui se nourrit, qui se bonifie, non? Bah, j'ai l'impression. Contrairement à- Alors, je suis toujours un peu méfiant de tout ça, et je suis toujours un peu. J'ai toujours marché dans les pas de Jean-Jacques Goldman par rapport à la notoriété. J'ai toujours suivi cet homme que je ne connais pas, que j'ai croisé une seule fois dans ma vie, mais par rapport aux médias, par rapport aux réponses, par rapport à la chance qu'on a de faire ces métiers, le privilège qu'on a, toujours un peu de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait, d'essayer d'être au mieux possible. Et donc j'ai toujours été très méfiant par rapport, comme vous dites, au succès qui peut éventuellement... Méfiant et humble, comme Jean-Jacques Goldman. Voilà, parce que ça s'apprend, ça se travaille. L'humilité, c'est pas naturel. Donc, on a vite tendance à accepter des choses qui sont pas naturelles, qui sont pas bonnes, quoi. Moi, je dis souvent, quand ça va avec des collègues, redescendez les gars, on greffe pas des cœurs, on fait des blagues. Même si ça doit être fait très au sérieux et c'est des blagues. On n'est pas la responsabilité d'une vie ou de 600 personnes dans un TGV ou dans un avion. C'est des blagues. Et comme on dit aussi ici en télé, ce n'est que de la télé. Ça Il y a n'empêche des pas. expressions. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas la rigueur, le travail. Exactement. Mais il faut relativiser. Donc Alors voilà. justement, à propos de rigueur, on va passer à la deuxième partie de l'émission, parce que le temps file, mine de rien, où je vais vous m'éclipser et vous proposer 4 mots. Et on continue notre petite discussion. Entendu, Zélig? Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Zélig, Oui, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? présent. Est-ce qu'on vous appelle Zélig? Vos proches vous appellent Zélig ou Gilles? Je m'appelle Gilles. Ils vous appellent Gilles. Ouais. Alors, je vous propose mon premier mot. Regardez. Écoutez. Rabelais. Ça vous dit quelque chose? Ouais, bien sûr. Ah. Déjà, Là où tout a Rabelais, commencé, pas tout, mais une petite partie, une grosse partie. la cuisine, c'est exactement ça. J'arrive, je sors de troisième et comme je dis dans un de mes sketchs, nous, quand on n'était pas fort à l'école, on nous envoyait en apprentissage. À l'époque, ils nous triaient comme les poussins, mâle, femelle, femelle, mâle. Nous, c'était charcutier, plombier, etc. Et moi, j'ai dit cuisinier, parce que je faisais de la cuisine avec ma grand-mère, avec ma mère, avec les femmes de la famille. Donc, je savais déjà cuisiner à 11 ans, à 12 ans. Hein, je faisais déjà des plats. Donc, c'était tout naturel d'aller au lycée Rabelais apprendre la cuisine et faire un CAP, un BEP. Et vous devenez cuisinier pendant quelques années. Fils unique, vous le disiez. Vous êtes né le 29 juin 1969 à Lyon. Une enfance un peu difficile. Ouais, une enfance un peu difficile où il n'y a que ma mère et moi. Donc, à un moment donné, je suis au collège et c'est un peu turbulent, on va dire. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, turbulent. Ma mère a du mal à gérer tout ça. Et du coup, je pars en internat, en pension, chez les frères maristes à Lyon. Et là, je me retrouve dans un autre monde. Où je côtoie des gens que je côtoyais pas avant, à Lyon, des grandes familles. Et là, je découvre un autre monde. Je découvre l'argent, les richesses, les maisons. Ensuite, je découvre avec mes potes que je me fais, je découvre leur maison. Je découvre la musique, parce que soit leur mère, leur père, le piano, prof de musique. Je découvre la littérature, les livres. Je découvre qu'on n'est pas obligé de voler pour obtenir les choses. Je découvre la religion, parce que on nous apprend la religion. Donc avec mes potes, on va à la messe le dimanche. J'apprends un autre monde et je vis dans deux mondes. Et j'ai cette richesse de vivre dans ces deux mondes pendant des années. Et ça me construit un personnage qui me fait dire que c'est possible autrement. Et j'ai suivi cette route. Une voie médiane? Une voie médiane, oui. Alors je reste
Je reste prolétaire d'où je viens, ouvrier, dans le bon sens du terme, sans aucun problème avec ça. Et en même temps, je me dis, c'est bien de se cultiver, c'est bien de lire, c'est bien d'apprendre, c'est bien de voir des choses qui ne sont pas de notre monde, c'est bien d'aller dans des endroits qu'on n'a pas l'occasion d'aller, c'est bien d'apprendre parce que j'apprends de tout le monde, j'apprends des gens que je rencontre, j'apprends des mondes que je n'imaginais même pas. Et je m'enrichis de tout ça. Je m'enrichis de tout ça pour un jour, je me dis, peut-être que si j'ai des enfants, pour les aider à évoluer plus que moi et qu'on l'a fait avec ma mère, d'aller encore plus haut. Et ça a été le cas avec ma fille. On parlera de votre fille peut-être tout à l'heure. Rabelais, restons un peu sur ce mot Rabelais. Ça me fait penser évidemment, Rabelais c'est la bonne chère évidemment, mais c'est aussi le rire avec cette citation que vous devez connaître. Mieux est de rire que de larmes écrire pour ce que le rire est le propre de l'homme. C'est ça. Et je mélange à Rabelais justement déjà le rire et la cuisine, parce que je fais déjà rire. Faut pas se leurrer, tous les humoristes vous le diront, à 10 ans déjà, on faisait des sketchs des uns et des autres, des comiques connus. Donc à Rabelais, je fais le pitre déjà. Mais en aucun cas, je me dis, je vais en faire un métier. Mon métier, c'est cuisinier, mais je fais déjà rire. Je suis déjà dans le Rabelais, quoi, voilà. Et vous êtes populaire ? Oui, je suis populaire, parce que je me rends vite compte qu'il y a deux solutions pour draguer les filles et pour faire partie des populaires. C'est soit jouer au foot à l'époque, jouer de la guitare ou faire rire. Bon, moi, jouer de la guitare, à part faire rire, ça marche pas. Le foot, à part regarder, je suis pas doué. Par contre, rire, voilà. Et je me suis rendu compte que le rire, j'étais toujours dans les meilleurs groupes. J'étais toujours invité partout. J'étais toujours le bienvenu partout parce qu'on met l'ambiance. Et je me suis dit, après coup, quand j'ai étudié l'histoire, les bouffons mangeaient toujours à la table des rois. Bon, le jour où ils faisaient plus rire, on leur coupait la tête, on est d'accord. Mais il n'y a jamais eu un bouffon qui a vécu pauvre. Donc je me suis dit, c'est marrant, le rire, c'est un pouvoir tellement puissant que voilà, je m'en servais, mais pas pour faire une carrière. Je m'en servais pour, à l'époque, au lycée, être populaire avec les plus populaires du lycée. Vous le disiez, à l'époque, vous ne pensiez pas en faire carrière. Comment ça s'est passé alors ? Non, on ne pour fait en pas faire carrière. Mais parce que moi, à mon époque, on faisait, comme je vous l'ai dit, on faisait un CAP, un BEP, on partait à l'armée, on revenait, on passait le permis, on se mariait, on faisait des enfants. C'était acté, on faisait ça. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec tous mes potes. Ensuite, on a tous fait d'autres vies, parce que comme dit Jean-Jacques Goldman, t'échappes à la police, pas aux statistiques. Bon, voilà. Mais comment je passe de... Eh bien, tout simplement, ma mère, évidemment, un jour me trouve une publicité sur son pare-brise qui dit qu'une association à Lyon, les rencontres de l'art, permettait tous les lundis soirs à tous les artistes de monter sur une scène. Chanteurs, comiques, jongleurs, poètes. Et c'était le lundi soir, c'était 10 francs l'entrée avec une boisson, voilà, un soda. Et on y va pour la première fois, on est 70 dans cette salle avec des chaises, une petite scène. Et on s'inscrit l'après-midi. Et moi, je monte sur scène raconter des blagues, parce qu'à l'époque, j'ai pas de sketch. Et je vais enchaîner ça pendant peut-être 2 ans et demi, 3 ans, à raconter des blagues. Au bout de 3-4 mois, je commence à faire des sketchs des autres. C'était Roland McDan, Coluche. Puis au bout de 3 mois, la patronne, paix à son âme, Janie, qui nous a quittés, me dit, tu devrais écrire des blagues, toi. Alors je commence à écrire des blagues, et puis de fil en aiguille, je fais ça pendant 3-4 ans. Mais en amateur, comme on pourrait aller faire un club d'échecs, un club de foot, un club de peu importe. Et moi, je fais ça, jusqu'au jour où je rencontre un copain qui m'emmène dans un café-théâtre, et je demande de faire une première partie de, je sais plus qui c'était, peut-être Gustave Parking ou des gens comme ça de l'époque, et je fais une première partie. Et là, je rentre dans les cafés-théâtres, et je fais des premières parties, je fais des plateaux de jeunes talents, mais toujours en amateur. Et jusqu'au jour où, là je vous l'ai fait plus courte, jusqu'au jour où débarque l'équipe de Graines de Stars qui cherchait des humoristes à travers toute la France. Et cette première fois, je refuse. Je refuse d'aller à Paris et de passer à la télé sur M6 pour faire cette émission, parce que j'ai un poste de cuisinier, parce que je suis en train de passer second, parce que j'allais finir chef, et j'ai pas envie. Moi, mon travail, c'est Lyon, ma famille, ma fille venait de naître, voilà. Et je refais 1 an de café-théâtre en amateur, et Graines de Stars revient une 2e année.
Et là, mes copains, tout le monde me dit, ah, vas-y, ça va être rigolo de te voir à la télé, je cède à la pression, voilà. Je pars à Paris, je fais Graines de Star, je gagne, j'y retourne, je gagne une deuxième fois. Et je fais 3 festivals dans la foulée de rire, et je les gagne aussi. Et le hasard, l'univers a fait que Anne Roumanoff était dans ces festivals et me voit gagner à chaque fois. Et au bout du 3e festival, me propose de quitter mon travail et de monter à Paris. Elle me produit, elle me met en scène, elle me demande de réfléchir rapidement et elle me dit cette phrase, elle me dit, tu sais Gilles, la chance que je t'offre ne passera peut-être pas 2 fois. Cuisinier, tu pourras toujours retourner. Réfléchis vite et bien. J'ai démissionné et je suis parti à Paris avec Anne. Et tout s'est enchaîné après. Est-ce que c'est le hasard? Il n'y a pas de hasard. La chance, la bonne étoile. Je sais pas, moi j'ai toujours dit depuis que je suis petit, le hasard c'est le souffle de Dieu. Donc je sais pas, peut-être que je suis passé dans un souffle et puis que ça m'a envoyé là-bas tellement je suis un fétu de paille, peut-être. J'aime à croire ça en tout cas, toujours. Le souffle de Dieu. J'ai toujours, c'est pas de moi, hein, je l'ai lu quelque part il y a très longtemps. J'ai toujours dit que le hasard était le souffle de Dieu. Joli. D'ailleurs, vous avez aussi, non pas que du souffle, vous avez une plume avec ce 2e mot, écriture. Écriture parce que derrière l'humoriste, il y a aussi un écrivain qui vient de publier son dernier roman, Noir, pour la première fois. Enfin, dans ce sens-là, en tout cas, Dette de sang, aux éditions Rivière Blanche. Mais avant, il y en avait 4 autres. 5 autres même, pardon. Pour une poignée de Coumlac, des clones et des Coumlac, l'opération R8 et quand le chat est là, les souris dansent. J'ai rien oublié. Chasseur d'autographes. Et chasseur d'autographes, pardon. Voilà. Et alors racontez-nous un peu cette aventure, une autre aventure. Celle-là, je la dois à... Décidément, j'ai un ange gardien, depuis toujours je le sais, ou une bonne étoile. Cette histoire d'auteur, je le dois à Bernard Werber, qui est mon frère, qui m'a hébergé depuis toujours à Paris, qui m'a soutenu, on a vécu des grands moments avec Bernard. Et donc, moi, je le vois écrire ses romans, lui, il me voit écrire mes sketchs, il vient à mes spectacles, je lis ses romans, on vit ensemble, enfin, quand je suis à Paris, j'habite chez lui. Et puis, un jour, il me dit... pourquoi t'écris pas un roman? Alors, je dis, mais non, mais Bernard, je suis humoriste, j'écris des sketchs. Il me dit, un sketch, c'est quoi? C'est une histoire de 6 pages. Un roman, c'est une histoire de 250 pages. Et donc, je dis, ouais, non. Et il me dit, mais écris ce que t'aimes. Il dit, commence par écrire ce que t'aimes. Et je suis fan de science-fiction, humoristique, comme Terry Pratchett, ce genre d'auteur. Et je commence les Coumlac sous la supervision de Bernard, qui me drive, qui m'apprend, et j'enchaîne les romans. Un coup, c'est sur Ma sœur et mon beau-frère, l'opération R8. Ensuite, c'est sur les animaux domestiques. Et puis, Chasseur d'autographes, là où j'écris une aventure. Et Chasseur d'autographes, Bernard me dit, voilà, pour moi, ça fait 12 ans, 13 ans que tu écris. Tu arrives enfin à écrire un Chasseur d'autographes. Pour lui, je suis arrivé là, voilà. Mais il a fallu 15 ans, mais c'est une volonté, encore une fois, d'écrire des histoires grâce à Bernard Werber. Sans Bernard Werber, peut-être que j'écris jamais de roman parce que j'ose pas, parce que je me dis, un roman en plus, pourquoi le mien en plus, dans tous ceux qu'on voit dans les librairies, aucun intérêt. Mais c'était encore une fois grâce à ce hasard qui me vas-y, fais-le. C'est pas parce que ça se vend pas, il me dit toujours qu'on doit pas le faire. Donc j'ai écrit des histoires. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Puis 6. Est-ce que ça a été un travail laborieux, plus laborieux que d'écrire des sketchs? Oui, les débuts très laborieux parce que j'étais trop dans l'humour. Bernard me disait, non mais là, c'est de la mitraillette à vanne, c'est pas bon. Après, j'étais plus dans l'humour, après j'étais dans la description, après j'étais dans... Il me dit, c'est trop descriptif. Après, il me disait, ça, c'est 20 lignes, tu dois me les faire en 10. Je dis, c'est impossible, on travaillait. Après, la charge émotionnelle d'un personnage, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est comme ça. Et il me dit, mais non, on peut pas être comme ça parce qu'on est comme ça. On a tous une vie. Donc j'ai appris, au cours de ces 15 ans, grâce à Bernard, j'ai appris à écrire, et c'est vrai que le chasseur d'autographes, il m'a dit, tu arrives maintenant à le dosage et
est très bon, le dosage est bon. Voilà, on n'est ni dans le trop, ni dans le pas assez. Ça a été laborieux, ça a été très dur. L'orthographe, moi, j'ai eu qu'un BEP, un CAP, c'était très dur. Heureusement, il m'a dit ne te soucie pas de l'orthographe, il y a des gens pour corriger, il y a des gens pour refaire. Il m'a dit l'important, c'est l'idée, c'est l'histoire. Il m'a dit tout ce qui est technique, il y a des gens pour s'en occuper. Mais sans cet homme-là, encore une fois, dans ce domaine-là, j'écris 0 livre. Parce qu'il m'a mis confiance. Merci Bernard Werber, qui est venu ici d'ailleurs. Oui, je sais, il m'a dit, j'ai dit que je venais. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et vous aussi, vous arrivez vers ce dernier roman, Dette de sang, qui est quand même... c'est l'aboutissement aussi en termes de polar. C'est autre chose. C'est un roman noir. C'est la résultante de l'enfermement du Covid. À un moment donné, je vis le Covid comme tout le monde, enfermé. Et puis voilà, bon, je suis célibataire. Et là, je commence à penser, j'ai 55, alors aujourd'hui 55 ans, j'avais moins à l'époque, mais je commence à penser à... il me reste moins d'années à vivre que j'en ai vécu, c'est sûr. Donc, je vais disparaître, je vais pas... Comment gérer ça? Je peux pas écrire ça, moi, j'y arrive pas. Et je me dis un personnage. Voilà, je vais trouver un personnage qui va être un peu toutes mes névroses, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Et Paul je crée Moulinet. Paul Moulinet. Paul Moulinet. Voilà. Et à travers Paul Moulinet, je peux parler de tout ça. Je parle de la mort, je parle de l'alcool, je parle de la cigarette, je parle de la solitude, je parle des multiples rencontres qu'il peut avoir dans sa vie qui sont stériles, qui mènent à rien, qui sont plus désespérantes qu'autre chose, de la société, de la technologie. Voilà, je mets tout ce que je ressens dans ce personnage. Dans ce personnage, des choses que vous ressentez et que vous n'exprimez pas sur scène. Non. Forcément, c'est l'envers de la médaille un peu. Ouais. Sur scène, je veux vraiment divertir les gens et faire rire le plus simplement possible, même si c'est très complexe ce que j'écris, alors que ça paraît très simple. C'est pas simple du tout. Je veux toujours faire rire. Je suis un grand fan de Louis de Funès également, qui mettait au début de tous ses films. Toute ma vie, je n'ai voulu qu'une seule chose, divertir les enfants, les parents, les grands-parents. Et moi, pareil, poussé par mon grand-père et ma grand-mère, qui m'ont nourri à ça, et mon grand-père qui m'a toujours dit, pendant la guerre, quand on était prisonnier, quand on a souffert, le rire nous a sauvés, malgré ce qu'on a vécu, l'enfer, le rire nous a sauvés, et tu devras ne jamais faire mal avec le rire. Le rire, il est fait pour guérir et pas pour détruire. Et j'ai toujours suivi ce que me disait mon grand-père. Alors évidemment, hein, les détracteurs me disent non, si tu parles pas de sexe, tu parles pas de religion, tu parles pas de politique, jamais en dessous de la ceinture, qu'est-ce qu'on doit s'emmerder? Pas du tout. Il y a tellement de choses à faire rire pour faire rire les gens sans tout ça. Après, il y en a qui le font très bien, j'ai aucun souci. J'ai des collègues humoristes qui font de l'humour noir à la perfection, d'écriture parfaite. Mais moi, c'est pas mon credo. Moi, c'était divertir le peuple d'où je viens, de façon à la Fernand Reynaud, à la Louis de Funès, à la Bourvil. Voilà, point barre. Quel est votre référent parmi ces trois? Louis de Funès. Louis de Funès. Ah, Louis de Funès, pour moi, ça reste un génie absolu du rire. Je suis pas, encore une fois, un souffle divin, je sais pas. Un génie. Un génie. Un génie ou un ange? Troisième mot que je vous propose, un ange. Vous parliez de votre grand-père, c'en est peut-être un. Ange, qu'est-ce que ça vous inspire, Cécilique? Ça m'inspire la protection, ça m'inspire l'histoire de mon grand-père, quand il me raconte la bataille des Sons, 20 000 hommes, et que ça dure je ne sais plus combien de nuits, où ils sont bombardés, et que sur 20 000 hommes, ils sont plus que 2 000, et qu'ils se relèvent, et on se dit pourquoi je suis vivant? Pourquoi moi? Pourquoi il y en a 17 000 qui sont morts et pas moi? Donc on parle de tout ça avec mon grand-père, on parle des anges, on parle de la protection, on parle de tout ça. Vous y croyez? J'ai beaucoup d'émotions là, donc ouais, j'y crois beaucoup, et c'est ça qui me vient, la protection d'un chemin, comment dire, quelque chose à effectuer. Et si on reste, j'effectue ce que je dois faire, c'est-à-dire moi, c'est le rire. Et pour ça, on me protège. On me protège pour ça. Je fais ça parce que ça doit être fait. Parce que je reçois des témoignages bouleversants. J'ai peut-être
comme moi, d'autres m'ont sauvé, j'ai peut-être aidé, je dis pas sauvé, le mot est trop fort, mais j'ai peut-être aidé plein de gens, sans le savoir ou en le sachant. Et je dois faire ça. Je dois faire ça, je dois faire ça. Et pour ça, on me protège. Je le vois. Je l'ai toujours vu comme ça depuis que je suis petit. Qui vous protège? Mon ange gardien que j'ai fait tatouer sur mon bras. Je sais pas, c'est difficile à dire. Vous pouvez nous le montrer, Célic? Si ça On vous peut le dérange montrer, pas. oui. Ah oui, On voit l'ange en haut en haut, et le diable en bas. Et l'ange toujours l'ange et au-dessus. le démon. Voilà, l'ange et le démon, et je dois amener le rire là où il y a la peine, toujours. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je dois amener la gaieté, je dois amener... je dois pas basculer dans... Je dois pas me prendre au sérieux, je dois amener le rire partout où j'ai ce talent-là. Et voilà, je l'ai toujours fait depuis que je suis petit. Et quand j'en parle avec d'autres humoristes, Gad Elmaleh, ils ont toujours fait rire depuis tout petit. C'est-à-dire que... Ou Foresti, ou c'était... On est comique. On est NAIT, on est comique. On ne devient pas. Après, on en fait une carrière ou pas, mais on est déjà comique. On a déjà cette capacité à faire rire. Alors, il y en a qui vont pas aimer mon humour, c'est pas un problème, parce qu'après, il y a du choix. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment eu cette sensation depuis toujours, quand j'étais dans ce que je faisais, d'être protégé et d'échouer dans d'autres domaines, parce que c'est pas mon domaine et qu'on me le montre gentiment. On me ramène dans ce que je sais faire. Et quand je retourne dans ce que je sais faire, eh ben, il y a une bouffée de meilleur qui revient. Parce que je ne sais pas comment... Voilà, ça a toujours été comme ça, moi. Quand j'ai voulu m'éloigner de ça, on me ramène gentiment, en me faisant comprendre par un échec, et dès que je... Hop là! Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Vous avez donc le sentiment d'avoir été choisi pour cette mission, celle de faire rire les autres? Choisi, le mot il est dur, parce que alors lui, j'ai du mal avec ça, mais au moins je dois le faire. Je dis pas que j'ai été choisi, je sais que je dois le faire. Je sais que je dois faire rire, hein. Je sais que C'est un sentiment très fort que vous nous partagez. Ah ouais, Que- ouais. Et qui vient d'où, à votre avis, vous le savez peut-être? Est-ce que vous Je souhaitez dirais, le partager? je dirais de l'univers, de tout ce que ça peut englober, de la puissance de l'univers, de tout ce que... Parce que quand même, c'est quand même assez étrange d'être vivant, quand même, quand on regarde créer du vivant, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Donc je me dis, ça peut pas être juste vivant comme ça, quoi. C'est pas possible, sinon on serait des pierres. Donc je me dis, si tout le monde a son rôle, moi le mien c'est ça. Le mien ça a toujours été ça. Et c'est évident, parce que c'est évident. Je fais ça évidemment. C'est dur, il y a du travail, il y a beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de souffrance, mais ça a toujours marché. Et j'ai toujours eu la chance qu'il fallait. On m'a toujours donné au bon moment ce que j'avais besoin au bon moment. Même si on veut plus, on veut ci, on veut là, on m'a toujours donné ou apporté ce que j'avais besoin au bon moment. Et c'est difficile à expliquer. Oui, ce on essaye de le déterminer. J'en Dieu. suis... ouais. Je continue mon travail. Quand je dis mon âge, on me dit ah, mais tu fais pas ton âge. Comme si c'est pas fini. Il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de travail. Et j'ai eu de la chance sur plein de domaines de ma vie où, encore une fois, on m'a donné ma fille, on m'a aidé, on m'a sauvé la vie, moi j'ai toujours avancé avec ce sentiment d'être d'être entouré, quoi. Ce on, ça peut être aussi un prénom. Vous parlez de votre fille, Marie. Marie, ma fille. Quatrième mot, Marie. Marie, ma fille, ben là c'est carrément divin parce que on n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa mère. C'est très long, tous nos amis ont des enfants et nous pas. Et puis il y a un deuxième, puis nous pas. Puis des fois d'autres trois, et puis nous pas. Et là c'est très dur pour Sylvie, pour sa mère, pour moi. Et on part se promener un jour dans la Loire et on tombe sur une fontaine dédiée à la Vierge Marie. Et on était avec de la famille, je crois, qui habite là-bas et qui nous disent, bah, c'est la fontaine
qui est dédié à la Vierge Marie pour la fécondité. Et donc on met une pièce dans la fontaine, on fait un vœu, et il y a plein de plaques autour de cette fontaine. Ils ont même rajouté des grands panneaux pour que les gens puissent... Et on fait un vœu avec sa maman, on fait un vœu en se disant qu'on est un enfant, et on se dit comment on peut remercier la Vierge Marie. Et là, naturellement, nous vient... on avait choisi un autre prénom pour notre fille. Naturellement, nous vient si c'est une fille, on l'appellera Marie. Là, on est en mars, je crois. En avril, Sylvie tombe enceinte. C'est une fille. Marie, on ne peut pas jouer avec ça. Marie. Et Marie suivra une voie catholique. Marie, on ne la baptise pas, on attend qu'elle soit grande. Elle choisira, elle fait ses expériences elle-même, elle se fait baptiser à 14 ans, elle découvre la religion, la foi, elle a tous les sacrements, elle part à Lourdes, elle fait les JMJ, elle rencontre le pape, elle est mariée avec la messe, vraiment, voilà, on n'a rien forcé, c'est Marie elle-même qui a choisi sa voie, et moi j'en suis très fier déjà évidemment de ma fille, et puis voilà, pour moi elle est bénie, quoi, parce que on a attendu des années et des années, et il y a eu cette grossesse, et ensuite Sylvie, sa mère, n'a plus pu avoir d'enfant, c'était fini, ça a été, même le gynécologue qui la suivait a dit c'est un miracle, parce que là on voit pas comment. Après, chacun y mettra ses mots, son ressenti. Nous, on a clairement vu un signe divin, parce que voilà. Marie, qui a quel âge aujourd'hui? 29 ans. 29 ans. Donc, chrétienne, Oui. catholique, Oui. pratiquante, Oui. manifestement. Oui. Pratiquante. Moi, je pratique plus. Sa mère non plus, mais Marie, oui, pratiquante. Qui pratique pour 3. Pratique pour nous. Ouais, c'est vrai. C'est parti en Afrique du Sud pour des missions. Je vous dis, les JMJ, voilà, c'est son monde. Et tout en étant très moderne, très dans la... Voilà, c'est avec tous ses amis. Mais moi, c'est très bien pour moi, parce que c'est aussi elle reste pour un guide, quelque part. Elle me montre des fois le bon chemin pour l'écologie, pour moins manger de viande, moins consommer, faire du compost. Enfin, je réapprends tout un tas de choses avec Marie, quoi. Donc, ouais, cette fille, pour moi, ma fille a été bénie. Ouais, cette grossesse est bénie, quoi. Elle-même, elle le vit comment? Elle sent aussi qu'elle a un destin particulier, oui. Et le fait d'avoir été... Je pense, oui, on en a parlé l'autre jour. Je leur ai demandé l'autorisation de vous raconter cette histoire, parce que ça nous appartient Bien sûr. à nous trois. Merci du partage. Et elle m'a dit, mais bien sûr, papa, raconte l'histoire. Et c'est vrai que pour elle, elle sait l'histoire. Alors après, je sais pas, on n'en a pas parlé profondément, mais je pense que oui, je pense qu'elle sait que à ce moment-là, on y a cru très fort, même si on a tous élevé, et sa mère et moi, ma grand-mère très catholique, elle à la messe, etc. Moi, Jésus, etc. Les frères maristes, même si je me suis créé une religion, une foi, on va dire, à ma façon. Par rapport à comment je vois l'enseignement de Jésus, comme j'ai pu l'apprendre, elle est vraiment dans la religion, et elle sait que ça a été un miracle que sa mère tombe enceinte une fois et plus jamais après. Et elle suit cette voie-là, un peu peut-être religieuse, ou dans le... Je pense, ou alors je ne sais pas comment elle vit sa religion, parce qu'on en parle assez peu, mais oui, son mariage, il y a quelques mois, était religieux, oui, elle suit ça, oui. D'ailleurs, ils ont fait, pour le mariage de Marie, une messe à Marie, avec le curé, pour remercier de sa naissance, remerciement à Marie aussi. Et vous-même, le rapport que vous entretenez à la Vierge? Très respectueux par rapport à ça, je suis infiniment reconnaissant. Je veux croire ça, donc je suis infiniment reconnaissant d'avoir eu ma fille unique, vraiment. Et que c'était tout naturel, en fait. Donc je suis très très reconnaissant. Et puis voilà, j'ai grandi
dans cette pseudo-religion que je me suis créée avec l'enseignement. J'essaye de faire au mieux avec mes prochains, d'être le moins méchant possible, d'avoir la parole la mieux, d'essayer d'aider. C'est difficile de faire au mieux, mais j'essaye tout le temps de me rectifier ou de faire mieux ou d'être mieux qu'hier. Ou quand j'ai mal agi, de me dire putain, mais là, je dis un gros mot, mais voilà, dire t'as mal agi, c'est pas bien. Ou de retourner m'excuser ou de dire bon, ben j'ai mal agi. J'essaye parce que finalement, je me suis aperçu avec les années, j'étais pas comme ça avant, mais je me suis aperçu qu'avec les années, finalement, quand on pardonne et quand on va s'excuser, ça change la donne, quoi. Les gens, j'ai vu des gens changer, quoi. Vraiment, je me suis dit, merde, ça marche, quoi. Ça marche. Le pardon? Ouais. Le pardon, l'excuse, ça marche, quoi. J'ai vu des gens changer par rapport à moi ou d'autres choses où en m'excusant de ce que j'avais pu dire, faire, ou même si on m'avait fait, de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit, ça fonctionne. J'ai dit, si on le faisait tous. Donc voilà, mais c'est un travail tellement compliqué au jour le jour. Dans le monde qu'on vit, c'est tellement dur. Mais je veux, sinon je peux pas, sinon je m'endors mal, sinon je gamberge, j'ai mal agi, voilà. Et Marie m'aide des fois, oui, à plein de faits de société, de choses comme ça, à comprendre les choses. C'est elle qui m'a expliqué qu'il faut moins consommer, parce que moi je viens d'une génération où on mangeait de la viande tous les jours. Et c'était normal. Elle m'a expliqué, on a été voir des choses, enfin voilà. Donc ma fille, c'est plus que ma fille, c'est un guide aussi, quelque part. Une lumière. C'est ça. Intérieure et extérieure. Je pense. Et vous, votre rapport à la religion, vous parliez de croyances un peu multiples, mais vous avez encore un ancrage dans le catholicisme, vous visitez les églises. Oui, j'ai un ancrage très fort dû à ma grand-mère, dû à l'enfance que j'ai passée quand j'étais chez les frères maristes, les familles que j'ai fréquentées, les lieux saints, les églises où je vais souvent à Lyon, soit à la cathédrale Saint-Jean, soit à la basilique de Fourvière. En tant que Lyonnais, il ne se passe pas un mois ou deux où je n'aille pas m'asseoir un moment, soit à Fourvière, soit à Saint-Jean, soit à Saint-Nizier. Ça fait partie de moi. C'est comme si je suivais Jésus, l'enseignement à distance. J'ai toujours eu du mal à être dedans, mais je suis toujours derrière, en arrière-garde. Voilà, je suis une espèce d'arrière-garde. Je suis toujours là avec cette foi, toujours, mais derrière. Merci Céline pour ce partage. Merci. Je reviens près de vous pour la conclusion. Avec plaisir. Merci beaucoup, à tout de suite. Céline, je suis de nouveau en face de vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Très bien. C'est naturel, ça va de soi de se confier. C'est moi, là, je suis quelqu'un qui ne ment pas. Donc je dis, voilà, après je retiens des informations, mais je ne mens pas. Là, c'était le but, si on n'en parle pas ici, ne serait-ce que juste que l'anecdote de ma fille. C'est déjà ça, c'est Marie, voilà, comment elle est arrivée sur Terre, rien que ça déjà, voilà. Donc très bien, de le dire parce que là, je le raconte à des milliers et des milliers de personnes, alors que seul notre entourage était au courant de cette histoire. Merci, d'autant plus pour ce... Et elles m'ont donné l'autorisation de vous le raconter. Vraiment beau partage, miraculeux, comme vous nous l'avez bien raconté. On sent effectivement que vous avez quand même une vie parsemée d'étoiles et une bonne étoile et quelque chose qui vous... Je sais pas, j'ai toujours... La dernière fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant, c'est la première fois que je l'ai dit et je vais la garder. Je crois que c'est l'arrière-garde. Je suis dans la religion, l'arrière-garde. Je suis pas dedans, mais je suis là. L'arrière-garde, quoi. Comme si j'étais avec d'autres, l'arrière-garde, quoi. Pour moi, c'est très clair. C'est peut-être pas clair pour vous ni ceux qui nous regardent, mais une espèce de rempart. Je suis une arrière-garde, un soldat, mais pas dans le. Je vais pas à la messe, je vais pas. Bien sûr, je vais au mariage, bien sûr, je vais aux enterrements, mais je vais pas je le fais moi-même à ma façon derrière, mais toujours quoi. J'ai toujours été plus ou moins, toujours derrière. Derrière. Ouais. Avec ponctuellement effectivement des cérémonies. On est d'accord.
Voilà. Noël en particulier, Ouais, Noël en particulier, évidemment. Marie va à messe de minuit, évidemment, bien sûr. dont vous parlez aussi très bien dans vos sketchs et dans Ma sœur et mon beau-frère. Des ça. Noëls comme ça, Ouais, des Noëls comme ça, voilà. Bon, pas que. Pas que. Je les exagère Noël un aussi. peu électrique, chaotique. Oui, bah, ça ressemblait plus au Noël qu'on passait dans les années 70, ça c'est sûr, où c'était quand même assez musclé au niveau d'alcool. Bon, bref. Les choses ont changé. Oui, revenons sur cette lumière, cette étoile, enfin Dieu aussi, les anges. Quel est le mot qui vous a le plus marqué, j'imagine? Enfin, c'est Marie. Marie, bien sûr. Bien sûr, Marie, Bien sûr, votre Marie. fille, Ouais. Marie la Vierge. Vous le disiez, c'est juste, vous faites absolument pas votre âge, 55 ans, il faut Ouais. quand même le rappeler. Ouais. Est-ce que vous sentez quand même l'âge, même si vous ne les faites pas, ces 55 ans? Ouais. Et est-ce que ça a changé votre perception des choses, de la vie? Une lassitude des fois. Et puis une une perception de la vie beaucoup plus tolérante. Beaucoup plus tolérante que quand j'étais plus jeune, petit, quoi. Enfin, petite âme, voilà. Là, je pense que j'ai une tolérance beaucoup plus grande, une vision plus lointaine. Lassitude, vous disiez. Ouais, une lassitude quand on n'a plus rien à voir, à faire, lassitude la lassitude de la vie, ouais, en se disant, on vit de plus en plus vieux, et je me suis dit, mon Dieu, mais cette lassitude, il ne faut pas qu'elle s'installe, parce que c'est terrible, s'il me reste encore 50 ans à vivre, ça va être terrible. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et Vous en trouvez constamment? Oui, dans le spectacle, mais à un moment donné... Vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis très optimiste, mais il y a un moment, même si à un moment donné, il faut retrouver le... Encore une fois, on a eu cette conversation oui, avec Gad, si on se disait monter sur scène pour la notoriété, l'argent, la gloire, bon, à tous les niveaux, on l'a tous, mais il faut trouver une autre motivation, il faut trouver quelque chose de spirituel, il faut trouver quelque chose, sinon c'est la lassitude, sinon puis on s'éteint. Et du coup... Et ça m'a permis, l'âge, de voir plus loin, dans le sens de voir les choses au-delà des choses. C'est-à-dire qu'avant, je jugeais et je condamnais dans ma tête. Maintenant, je condamne plus. Je regarde. Pourquoi ? Quel malheur fait que, quelle peur fait que ces gens ou cette personne agit comme ça? Quelle angoisse, quel stress, je me pose ces questions maintenant. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas être aussi méchant naturellement. On peut pas être aussi triste comme ça. On peut pas être aussi... Donc, je me pose toutes ces questions. Et du coup, je me tourne vers la philosophie, vers les études que j'ai pas faites avant. Peut-être que là, je commence à dire à tout le monde qu'à la retraite, je vais sûrement m'orienter vers la philosophie pour faire des études de philo. Parce que finalement, je vois plus loin l'âge me fait voir plus loin les choses, les gens. Je suis en thérapie depuis, même pas en thérapie, en psychanalyse depuis, je sais pas, 15 ans. Pour essayer de me comprendre moi, pour comprendre les autres et comprendre le rire et comprendre pourquoi et comment. Et voilà, donc je sens que là, ça tourne, ça change. Je suis plus l'homme que j'étais avant. Là, j'ai 55 ans, j'arrive même pas à le comprendre. Donc l'humoriste qui tend vers le philosophe. Donc ça sera fini le rire? On peut faire les deux, Bergson. Oui, le rire de Bergson, je ne le comprends pas. Je l'ai lu peut-être 12 fois. Je comprends 10 pages. Je recommence. Le rire de Bergson, je dis, mon Dieu. Bientôt, on va vous réinviter comme philosophe. Comme philosophe ou avec un autre... on va poursuivre notre discussion, en tout cas. Il faut apprendre. Je pense que maintenant, il faut apprendre. Il faut continuer à apprendre. Tout ce que je n'ai pas pu faire, j'apprends. Voilà. Donc, mais voilà, l'âge fait que je vois plus loin. Donc, il n'y aura plus de lassitude. Je pense. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de m'avoir reçu. De ce joli échange. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre BD et bien sûr de votre spectacle, épisode 6, la BD Ma sœur et mon beau-frère, Céline Gecko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous derrière vos écrans. Vous connaissez l'adresse pour revoir l'émission, kto-tv.com. À la semaine prochaine.